Alors, bienvenue à tout le monde. Peut-être vous dire que parmi nous, il y a aussi des célébrités. Le plus grand pianiste du Canada qui a vendu plus d'1 million de disques, Richard Abel. Merci Richard. Le professeur Émile Thomas de la faculté de médecine de l'Université de Montréal, professeur émérite. Une sommité mondiale dans les maladies infectieuses virales et qui, le mois prochain, aura 82 ans, puis a pris sa retraite à 80 ans. Félicitations. Évidemment, Madame Simina, l'épouse de Père Trif Vassili Junior, qui est toujours souriante, et son fils Théo, est-ce qu'on peut te voir, Théo Trif, oui. Aujourd'hui, c'est une double fête parce que c'est un double lancement de 2 volumes de Madame Monique Brunet-Weinman et aussi de Père Vassili Trif Junior. Juste vous dire que on va faire une courte présentation, ensuite on va donner la parole aux personnes concernées, les 3. Il s'agit des 2 auteurs, mais aussi de M. Céliano, qui est critique d'art et qui, vous allez voir, est un amour, M. André Céliano, avec l'art aussi de l'Amérique centrale et latine, surtout la Colombie, le Cuba. Donc, c'est une critique d'art pas seulement canadienne, mais internationale. On va présenter Madame Monique Brunet-Weinman, diplômée d'études supérieures en lettres à Paris 10 et détentrice d'une maîtrise en histoire de l'art de l'Université de Montréal. Madame Monique Brunet-Weinman a enseigné aux universités Saint-Paul de Ottawa, à l'Université McGill et à l'UQAM à Montréal. Ses premiers textes sur l'œuvre de plus grand peintre canadien-français, Jean-Paul Riopelle, datent de 1978. Juste vous dire que cette semaine, il y a un encan au Canada avec des tableaux de Jean-Paul Riopelle qui sont mis en vente. Un des tableaux est évalué à $1 million, puis l'autre entre 3 et 5 millions de dollars. C'est pour ça que j'ai dit ce matin à Madame Monique Brunet-Weinman à la blague que Madame Weinman joue dans la cour des grands. D'ailleurs, son livre « Riopelle en quête de son mythe » est toujours disponible au Québec, des éditions Del Busso, 2023. Et il a été repris et complété en France par les éditions Balzac cette année 2024. Plusieurs de... j'ai autre chose qui n'est pas dans la présentation, mais je me permets toujours des petites divagations. Madame Monique Brunet-Weinman est chanceuse. Elle est née en France, dans la plus belle région de France, la Côte d'Azur, dans une petite ville située entre Marseille et Cannes. Alors, plusieurs de ses suites poétiques ont été publiées dans les revues Liberté, Arcade, 3, etc. Dans le cadre des émissions L'Atelier des Inédites et Alternance, 5 suites ont été lues sur les ondes de Radio-Canada par les artistes Dain Mousseau, André Lachapelle et Françoise Fauché. À la place aux poètes de Jeannot Saint-Denis, à la Chaconne, l'auteur a interprété Astroportrait sur une composition de Danny Paquette à la guitare et à la cithare, ainsi que Scénogravure sur une composition électroacoustique de François Guérin. Elle a participé aux Nuits de la Poésie et en 1984 et en 1985. Sur Astroportrait, publié par les presses de l'Université de Québec à Montréal, elle a conçu et réalisé un spectacle interartiel en collaboration avec l'artiste Monique Hénaud à la Galerie de l'UQAM, mais aussi à l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Scénogravure a été reprise par après au Musée d'art de Saint-Laurent. Sur le poème Saint-Servant, extrait du recueil Exil, un livre d'artistes a été composé à la main aux éditions Dupré-Nian avec des eaux fortes originales de Bertrand Bracaval et de Pindaros Michaelides. Le lancement a eu lieu le 15 février 2017. Le recueil complet d'Exil vient d'être publié
aux éditions Balzac. Madame Monique Brunet-Weinmann, qui va présenter son livre, l'origine du titre, le contexte de ses poèmes, et va lire pour vous aussi quelques-uns de ses poèmes. Merci. Crinière sauvage de l'île aux sables, ou cormoran des rocs celtiques, cri de mouette apocalyptique, j'entends depuis toujours au fond de moi murmurer un bruit de ressac. Ça part comme ça d'une rumeur, d'une espèce de rumeur, d'un bruissement intérieur, musical dans le fond, un rythme. C'est un rythme qui me sert un peu de point de départ. Rythme de la mer, sûrement, de l'océan. Mon père me disait qu'il était dans la marine, qu'il y avait toujours 3 vagues par groupe. Un groupe de 3 vagues et un groupe de 3 vagues plus fortes. Et ensuite, justement, une espèce de retour de la vague sur elle-même, surtout quand elle bute à un obstacle qu'on appelle le ressac. Le ressac. Le mot est formidable, je trouve. Alors donc, mes rythmes sont très souvent structurés sur des tercets, c'est-à-dire par groupe de 3 strophes, comme un peu les 3 vagues de l'origine de la musique que je sens en moi. Ou bien alors, ils sont organisés par 3 strophes, quelquefois 3 strophes de 3 vers. Donc le chiffre 3, le rythme de 3, je m'en suis aperçue finalement en composant le recueil, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait les poèmes, on ne voit pas les récurrences. En composant le recueil, je me suis aperçue de cette structure ternaire, si vous voulez, et quelquefois je l'ai un peu accentuée, mais dans l'ensemble, elle était là, sans avoir été voulue. Et puis alors, avec le rythme viennent la sonorité des consonnes, les consonnes. Et dans ce poème-là, qui sert de devise au recueil, on remarque surtout les C, les que, hein, cormoran des rocs celtiques, etc., et ressac. Alors, c'est un peu comme justement l'énergie des vagues qui se butent contre un obstacle. Et qui ensuite font ce bruit de roc heurté par la mer, par l'énergie de la mer, qui aboutit souvent à des éclaboussures d'écume, hein, l'écume d'ailleurs. Dans écume, il y a aussi le son C. Et c'est particulièrement vrai pour les côtes rocheuses, bien évidemment, puisque la mer se bute sur les rocs, sur les rochers, sur les pierres, et particulièrement, bien sûr, pour la Bretagne. Parce que si je suis née à Ollioules, comme vous l'avez rappelé, pendant la guerre, je ne me rappelle pas beaucoup d'avoir des souvenirs de là, parce que j'ai passé à peu près toute ma jeunesse et mon enfance en Bretagne. On suivait les ports. Mon père était d'abord à Toulon, dans la marine, puis ensuite à Cherbourg, puis ensuite à Nantes. Donc on suivait le chemin de la marine un peu. Alors la Bretagne, c'est ça qui est frappant. C'est naturellement sa côte rocheuse, n'est-ce pas? Une côte rocheuse qu'on trouve un peu dans le Maine aux États-Unis, à certains endroits du nord des États-Unis, mais souvent c'est plutôt du sable, des dunes de sable. Alors le ressac n'est pas du tout le reflux tranquille de la marée descendante sur le sable d'une plage. Hein, ça n'a plus rien à voir avec le ressac. Et d'ailleurs, le ressac, c'est assez extraordinaire. Je l'ai découvert en travaillant à mon recueil. Ressac vient d'un mot espagnol, resaca. Il ne semble pas qu'il y ait une origine latine ou quoi que ce soit, enfin peut-être après, mais disons, c'est assez rare qu'un mot comme ça, courant, vienne d'une origine espagnole, d'un terme espagnol, et qui parle, hein, parce que là aussi il y a les consonnes, hein, les consonnes sont là, et le rythme. Alors justement, c'est peut-être pour ça que je vais
vous choisir, voilà, je vais vous choisir comme premier poème un poème qui évoque beaucoup la Bretagne, et en particulier ce qu'on appelle les menhirs, les pierres levées, vous savez, les fameuses pierres levées qui viennent de la préhistoire finalement. On ne sait pas trop comment ils ont réussi à faire des alignements de ces gros rochers-là à travers toute la Bretagne, mais qu'on retrouve aussi à Stonehenge, naturellement en Angleterre, et dans l'extrême nord de l'Écosse, c'est-à-dire dans toute la civilisation celtique. Là encore, les consonnes, hein. Alors, le poème s'appelle Carnac. C'est justement l'endroit où on voit particulièrement bien ces alignements de pierres de granit levées. Le vent vert des rêves a soufflé sur le bûcher du souvenir. Le bonheur cache sa préhistoire, ses cavernes scellées sous les champs de genêt. Il faudrait briser les dolmens où se chantent les messes noires. Ma mémoire danse une ronde à Saint-Jean sur l'anneau de Saturne. La course des nuits me talonne sur la piste sans fin qui s'enroule autour de l'axe de la terre, en pulsant dans ma tête la mesure des pas qui marchent en sourdine. Je suis au centre des menhirs. Le cercle, pour moi, c'est un peu une prison. C'est quelque chose de fermé, qui recommence toujours fermé, et qu'il faudrait ouvrir et briser d'une certaine façon, hein. Alors ça, c'est une constante dans mes poèmes. Maintenant, ce que je veux préciser aussi, c'est que tous ces poèmes-là, finalement, qui sont enfin publiés après tant d'années. J'ai essayé plusieurs fois d'avoir un éditeur et puis non, c'était pas dans le goût de la mode. Alors ces poèmes-là en fait sont anciens, c'est pas des poèmes récents du tout. Ils ont tous été écrits avant notre émigration, à mon mari et à moi, en 1969. Donc ils sont antérieurs à l'émigration de 1969, donc antérieurs au véritable exil. Voyez, mais c'était comme un pressentiment de ce qui allait venir et de ce que l'on voulait, c'est-à-dire partir, en somme, partir. 2 poèmes seulement ont été écrits après l'exil et qui s'intitulent justement de noms de lieux du Québec, Valleyfield et Lac Saint-François. Donc ce volume est comme un concentré ou une essence d'un quart de siècle de vie, 25 ans. C'est donc un survol autobiographique, naturellement comme on le fait en poésie, c'est-à-dire très ramassé, très concentré, très allusif, et non pas détaillé comme on pourrait le faire dans un récit prosaïque ou dans un roman. Et ce survol, finalement, se joue en 3 mouvements, ben là encore, 3, n'est-ce pas ? D'abord, la matière de Bretagne, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus important, l'enfance, la souche, qui reste et qui restera dans sa terre d'origine, parce que c'est le lieu où on a fait notre éveil au monde. Hein? Il n'y a pas que les Québécois qui sont de souche. On est tous de souche de quelque part. Alors ça peut être la Roumanie, ça peut être la Bretagne, ça peut être la Côte d'Azur, mais en tous les cas, la souche, elle reste là où elle est. Parce que c'est la terre d'origine de l'éveil au monde. Image, sensation première, maison mère, l'expression maison mère est bien significatrice, bien significative. Jardin d'Éden, naturellement, toujours, quand on ouvre les yeux de l'enfant sur les fleurs et sur les animaux. Bestiaire primitif, peurs ancestrales, légendes et récits pétris d'archétypes qui appartiennent à l'inconscient collectif. C'est pour ça que finalement, dire son enfance, quel que soit le lieu où elle s'enracine, c'est toujours un peu atteindre les autres, n'est-ce pas? Parce que, comme le dit très bien Victor Hugo d'ailleurs dans l'exergue que j'ai mis au recueil, nous sommes tous en exil de notre enfance. Même si vous n'avez pas été bien loin, mais vous avez peut-être changé de province à l'intérieur d'un pays, vous avez peut-être changé de ville, et dans ce cas-là, il y a déjà une espèce d'exil qui peut se développer, un sentiment d'exil. Donc, ce que j'écris de mon exil rejoint l'exil de tous les immigrants.
c'est-à-dire c'est un état social, plus ou moins défini d'ailleurs, hein, et c'est aussi un état mental, en quelque sorte c'est un état d'âme. Et il suffit de remplacer les noms de lieux qui donnent mes titres dans ce recueil par d'autres noms géographiques d'ailleurs pour partager cette appartenance à l'exil. Alors il y a un autre poème que je voudrais vous lire parce qu'il parle aux Québécois, aux gens du Québec, étant donné qu'il est consacré à Saint-Malo. Saint-Malo, qui est le lieu de Bretagne, le port, d'où Jacques Cartier, supposément découvreur du Canada, n'est-ce pas, mais pas le premier, mais enfin on le sait maintenant, d'où Jacques Cartier est parti. Et Jacques Cartier avait son petit manoir dans un petit village, un hameau, tout près de Saint-Malo, qui s'appelle Limoilou. Or, à Québec, il y a un lieu qui s'appelle Limoilou, et c'est pas pour rien, n'est-ce pas? Alors c'est aussi Saint-Malo, le lieu d'ancrage, le lieu où a vécu à peu de distance, à Combourg, le grand écrivain français breton. Naturellement, on oublie de dire en fait que c'est un breton, François René de Chateaubriand, né à Combourg et qui est enterré sur une petite île au large de Saint-Malo, une espèce de rocher comme ça perdu. C'est là qu'il a voulu se faire enterrer, donc, et qui s'appelle le Grand B. Le Grand B, c'est une des îles au large de Saint-Malo. Alors le poème se dit « Très cher François-René de Chateaubriand, de l'Amérique des Natchez à Combourg, pavé ma voie de retour au Grand B, tel Jacques Cartier tourne le dos au large pour rentrer dans sa ville. Et le saumon sauvage remonte le cours du Scorff pour retrouver la pierre où il est né et du Bellay l'ardoise fine de son petit liré. J'ai dormi sur le granit dur et chaud de ta plage, dans l'odeur iodée du goémon et du sable, bercé par la houle à la marée montante, par le chant guttural des mouettes sororales. Mère ne voulait pas de dalle funéraire pour étouffer son corps. Nous l'avons couché sous le granit rose de la côte d'Armor, où foisonnent l'hortensia bleue et les ajoncs d'or. Maintenant, la deuxième partie de ma vie, de notre vie, cette fois partagée avec mon mari Hans Weinmann, c'est un peu la vie parisienne, la période parisienne, qui n'a rien à voir avec la vie parisienne telle qu'on l'imagine, n'est-ce pas? Telle qu'elle est dans les films. French Cancan, Moulin Rouge, restaurant 3 étoiles, les boutiques de luxe. À l'époque, c'était pas du tout ça pour nous, c'était une vie d'étudiant, n'est-ce pas? Vie de jeune adulte, difficile, sous les toits de zinc du baron Haussmann, n'est-ce pas? Le Haussmann qui a tout refait Paris, comme vous savez, à l'étage des chambres de bonne, sans ascenseur et sans toilette, sinon sur l'étage collectif. Alors, on a vécu 4 années à Paris 10, qui était le nom de l'université qui devait décharger un peu la Sorbonne, Paris 1, des foules qui naturellement l'encombraient. Alors on avait construit une nouvelle université toute neuve qui s'appelait Paris 10, mais qui était située à Nanterre. Or Nanterre, c'était vraiment une banlieue défoncée par un chantier qui naturellement n'était pas terminé, dans la boue, n'est-ce pas, à proximité de ce qu'on pourrait appeler les favelas misérables des Nord-Africains, qui naturellement servaient d'esclaves à tous ces chantiers-là, et qu'on appelait les bidonvilles. Donc on construisait une université immense, tout en hauteur, au milieu d'un chantier boueux, où il n'y avait rien. On n'avait pas de bibliothèque, on n'avait pas de cafétéria. C'était vraiment... Et puis il fallait prendre un petit train qui partait de je ne sais plus où pour arriver à ce qu'on appelait Nanterre la folie. La folie. Enfin, c'était bien la folie, effectivement, d'installer une université dans des conditions pareilles. Donc c'était pendant 4 années notre vie, n'est-ce pas, aux premières loges, pouvoir se préparer et éclater
la révolte étudiante, la fameuse révolte étudiante de mai 68, qui a commencé le 22 mars d'ailleurs, à Nanterre, où nous étions, et qui s'est répandue à travers Paris, à la Sorbonne, partout, pour s'enflammer et devenir ce qu'on a appelé après la révolution de mai 68. Ça a duré un mois au moins, n'est-ce pas? Mais pendant un mois, il y avait une grève absolument générale de tout. Pas de transport, pas d'essence, pas de service de poubelle, rien. Rien du tout. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être. Un mois comme ça, sans rien. Et même, il faisait très chaud en plus. Hein. Alors, naturellement, les ordures empilées dans les carrefours étaient propices à des odeurs épouvantables et puis à la multiplication des maladies, parce qu'il y en a eu à la suite de ça. Donc, mai 68. Alors, les poèmes de cette période-là, plus courte que dans mon volume, traduit très bien, je pense, ce malaise, ce mal-être, prémonitoire d'ailleurs, de l'implosion du système. Parce que je les ai écrits, ces poèmes-là, avant que 68 éclate. Donc, c'était vraiment une espèce de prémonition de quelque chose qui allait éclater et finir une période, en tout cas une période du système universitaire, ce qui fut le cas, n'est-ce pas? Alors, c'est des poèmes qui ont été écrits entre 66 et 67. Donc, voyez-vous, juste avant l'éclosion de la révolution de mai. Paris 10, oui, Paris 10, moi je sais pas où je lis. Paris 10, voilà. Alors, il y a là un poème qui traduit un peu cette ambiance, n'est-ce pas, un peu morbide et déprimante qui était celle des étudiants de Nanterre. La mort de l'attente s'écoule au goutte à goutte. Dans les cages de verre aux odeurs d'abandon, j'ai le souffle d'une exilée. Les lampes allumées clignotent à l'infini, escortent vers le creux du ciel. Tout ce confort coûtait très cher, mais on s'y sentait comme exclu. Un suicide avant même l'hiver, nul n'en a rien su. Solennellement, on respecta une minute de silence, des mois après l'enterrement. La nuit de tous côtés m'assaille, rythme des pas sur la moquette, danse parfaite, excellent mime, l'ombre passant triple un ballet, mon cœur halète au même rythme derrière la vitre. Ça, c'était l'ambiance des étudiants telle qu'on les sentait, n'est-ce pas, autour de nous. Voilà. Et puis, peut-être je pourrais... Est-ce que j'ai encore le temps ? Il faut écouter. Bon, alors donc voilà. Alors la troisième partie, si on peut dire, le troisième mouvement de mon recueil est consacré à 3 ou 4 poèmes qui à ce moment-là n'ont plus rien à voir avec quelque chose de vraiment réel, mais qui ouvrent vers justement un ailleurs, une ouverture surréaliste un petit peu, et en fait plus apocalyptique que le reste du volume, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'un peu cauchemardesque et qui, j'espère que ce n'est pas un pressentiment de ce qui peut venir, mais en tous les cas, ça annonce quelque chose qui s'écroule, voilà, un écroulement de choses. Voilà. Alors, je vous remercie. Je ne veux pas prendre plus qu'il faut du temps qui m'était alloué, mais je n'ai pas de montre, je n'ai jamais de réveil. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Comme ils sont chanceux, les étudiants de Madame Monique Brunet-Weinmann, d'avoir une professeure si talentueuse, si charismatique, si fascinante et si grande dame qu'on appelle en anglais une Big Lady High Class. Sa force littéraire, je viens de la comprendre en l'écoutant. Elle est peintre, mais poète à la fois. Parce qu'en l'écoutant, en écoutant ses poèmes, j'ai vu des tableaux, mais des tableaux qui ont été peints avec les mots. Alors, merci beaucoup, Madame Monique. Voilà. Et je rajouterai une chose.
Notre père, Vassili Triff Jr., avec Madame Monique Brunet-Weinmann, puis avec M. André Celiano, ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Leur rencontre donne raison au Voltaire. On a fêté cette année 330 ans de sa naissance et Voltaire a écrit dans une de ses lettres « Les grands esprits se rencontrent ». Père Vassili Triff, originaire de Baia Mare, la plus belle région de Roumanie, la Suisse de Roumanie, au nord de la Transylvanie, un centre qui occupe une place importante dans l'histoire de l'art roumain. Il a pris contact avec le monde des couleurs et des toiles dans l'atelier de son père, prêtre orthodoxe, peintre, sculpteur, collectionneur d'objets d'art. D'ailleurs, vous savez que les icônes de notre iconostas sont faites par son père. Un très grand artiste, pas juste un prêtre. Mais notre père, il est détenteur de 3 baccalauréats, en théologie, en philosophie et en travail social à Montréal. Et il est aussi titulaire d'un master en théologie. Je pense qu'un jour, sa mère, son père, ils lui ont dit « Basile, c'est assez les études, c'est le temps de commencer à travailler ». Alors, il est prêtre orthodoxe à l'église du Saint-Grand Martyr Pantélimon de Saint-Eustache à Québec, où on se retrouve ensemble dans cette belle journée aujourd'hui. En 2002, il a fait ses débuts avec le recueil de poésie Fiul în risipire, le fils prodigue. Il publie dans des divers magazines littéraires en Roumanie et à l'étranger. Il est présent dans plusieurs anthologies. Une anthologie de la poésie de Maramuresh, 2 anthologies américaines, Haydn in Childhood et Petals of Haiku. Il est peintre également. Père Vassili Triff, il est membre depuis 2010 de Valuarda, un atelier d'art ancien de Montréal. Il participe aux expositions collectives annuelles qui sont organisées par cet atelier. En 2015-2019, il a participé aux expositions collectives du Musée des métiers d'art de Québec, le MUMAC. En 2022, il est présent dans une exposition du groupe à la galerie Boa, le commissaire étant le critique d'art André Celiano. Et aussi au Festival international de jazz de Montréal en juillet 2023, donc cette année, il a participé à une exposition collective et individuelle au Centre Jésus à la cathédrale des Jésuites sous le commissariat du professeur américain Norman Cornett. Et depuis 2024, il expose à la Mayel Galerie de Montréal. Cette année a été une année très riche pour Père Basile. À part le lancement de son livre en Roumanie, dans plusieurs villes, qui fut un succès, y compris dans sa ville universitaire où il a fait ses études à Cluj, puis Baia Mare, sa ville natale évidemment, il a exposé au mois d'octobre à l'Institut culturel roumain à New York, dans le cadre de l'exposition Antisymétrique avec 5 artistes canadiens d'origine roumaine, et aussi à la galerie Boa, Montréal, dans le cadre de l'exposition Exil, curatrice étant Madame Monique Brunet-Weinmann. Alors, quelques mots sur le livre. Le volume de poésie La pêche miraculeuse est publié par la maison d'édition Școala Ardeleană à Cluj, dans une édition de luxe, comme vous pouvez bien le remarquer, dans des conditions graphiques exceptionnelles. Mais sa traduction en français a été faite par le remarquable poète, linguiste et traducteur Jean Poncet qui affirmait « Ce livre m'a permis de mettre en lumière la culture et la langue roumaine, ainsi que la langue française au Canada et en Amérique du Nord. Les Québécois et les Roumains vont avoir la chance de découvrir la poésie de Vassili Triff et sa pêche, des mots, des images poétiques et visuelles à tous les sens merveilleuses. Jean Poncet. Vous savez que Jean Poncet rend un grand service à la culture roumaine. Il est le traducteur notamment de l'écrivain et de poète-philosophe roumain Lucian Blaga, qui a travaillé à Cluj. Il a également traduit des textes d'Anna Blandiana, de Horia Bădescu, de Daniel Corbu, de Cezare Ivănescu, de Cassian Maria Spiridon et d'autres poètes roumains importants. Et Jean Poncet, il est officier de l'Ordre des Palmes académiques de France, la plus ancienne médaille civile au monde, faite en 1808 par Napoléon, qui existe encore de nos jours depuis ce temps, parce que jusqu'à 1808, il n'y avait pas de médaille pour les civils, seulement pour l'armée, pour les militaires.
Alors, la postface de volume a été réalisée par l'essayiste, le poète et le diplomate roumain Horia Bădescu, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à Radio Cluj dans les années communistes. Horia Bădescu a été aussi le directeur du Centre culturel roumain à Paris, puis c'est un grand poète roumain. Monsieur André Selanu est commissaire d'exposition, auteur, critique d'art, journaliste basé à Montréal. André Selanu collabore à des publications québécoises, canadiennes et internationales en art visuel, notamment Vie des Arts et Canadian Art. Les écrits de M. André Selanu portent sur les diverses périodes de l'art, mais surtout sur l'art contemporain. J'avoue que l'art contemporain est plus difficile que l'art classique que tout le monde connaît, hein, les œuvres de la Renaissance. Alors, parfois, on regarde des tableaux contemporains, puis on a un peu de la misère de les comprendre. C'est le rôle de M. André Selanu de nous faire les comprendre. Il a publié Comprendre l'art contemporain chez Mots en toile à Montréal et dans une version apparentée, Le conflit de l'art contemporain, l'Artman à Paris. L'auteur analyse les différences considérables entre le postmodernisme ou l'art contemporain et les mouvements artistiques qui le précèdent. Et l'historienne française de l'art Aude de Queyros considère l'apport analytique de M. André Selanu essentiel pour comprendre l'art actuel. Également journaliste politique, l'auteur il s'intéresse aussi à des questions sociales et environnementales, notamment en Amérique latine. Son travail inclut la rédaction des catalogues d'artistes, des projets et des propositions d'exposition. Son travail actuel consiste essentiellement à couvrir systématiquement les courants de l'art actuel au Québec, au Canada et ailleurs, notamment en Amérique latine. André Selanu possède également une connaissance experte de l'art du tapis oriental, un terrain qu'il avait enrichi de nombreuses publications. Aujourd'hui, ces articles portent sur les œuvres d'artistes reconnus de la scène québécoise et internationale. Mais à part la démarche hermétique L'espace et ses couleurs, présentée à la fin du volume de poésie, M. Selanu a une contribution très importante à la première traduction en français de ce recueil. Il a également traduit et en français et en anglais le prochain volume de Père Vassily Trif, intitulé Dialyse de la lumière, qui paraîtra probablement l'année prochaine, en 2025, quand Père Vassily Trif Jr. va anniverser son semi-centenaire. Alors, on donne la parole à M. André Selanu, d'origine roumaine, et en même temps un grand ami de la Roumanie du Canada. Je vous remercie pour cette très belle introduction qui est assez bien faite. Je n'ai rien à me plaindre. Donc, pour aller directement au contenu du volume du Père Vassily Trif, j'ai préparé cette allocution. Le livre est donc La pêche miraculeuse. Non? Le Roumain est né poète, dit un vieil adage roumain. Pied sur la plaine, une voix en or, description d'un protagoniste, d'un berger, dit la très ancienne épopée nationale anonyme Miorița, le nom d'une brebis légendaire qui décrit les relations tragiques, meurtrières, fatales. Un rêve, une description onirique d'un destin impitoyable, impossible à éviter, entre des bergers des trois provinces constitutrices du pays, la Valachie, la Moldavie et la Transylvanie. Voix en or, en effet, un peuple qui baigne dans la poésie, qui est poète de manière instinctive. Vassily Trif est issu de cette tradition où la parole poétique traditionnelle reste vivante. Le folklore, avec ses innombrables expressions et proverbes, informe le langage quotidien. Cependant, cette tradition a aussi nourri une poésie d'auteur cultivée, extraordinairement variée depuis plus de 2 siècles. Elle foisonne dans tous les styles, dans toutes les directions. Elle a assimilé avec joie les tendances modernistes du XXe siècle. Son principal foyer est à Bucarest, la capitale, mais elle s'épanouit dans des pratiques régionales. Trif est originaire de Baia Mare, dans le nord-ouest de la Transylvanie. Il a été nourri par les traditions linguistiques et poétiques locales, bien sûr,
elle aussi issue du folklore. Prêtre, il a fait à Cluj des études en théologie orthodoxe, dite donc byzantine. La langue archaïsante de cette discipline puise donc la théologie orthodoxe, elle, dans le vocabulaire historique de forte imprégnation slave, grecque et populaire, qui redéploie dans sa poésie et qui lui donne un air insolite de fraîcheur et une permanente invocation des Écritures, mais aussi de l'histoire locale laïque. Le conte de fées vivant en Roumanie fait également partie du folklore ainsi que de cette poésie. La religion principale en Roumanie est l'orthodoxie, très liée à la Grèce et plus loin dans le temps à Byzance. Et ainsi, au début de la chrétienté dans l'Empire romain de l'Est, parlant le grec koiné, c'était une variante du grec parlé au début de l'ère chrétienne, à travers l'Empire romain, avec, et peut-être même plus tard dans l'Empire byzantin, avec ses innombrables martyrs des premiers siècles de notre ère, la tragédie emprunte dans ses récits sacrés et l'espoir d'une joie retrouvée au paradis. Une permanente tension entre la douleur de la chair et les joies de l'âme qui recherche la divinité. Le temps religieux est court, presque intemporel, encore proche des sources. Une réflexion instinctive sur l'histoire sacrée, entre autres, informe la poésie actuelle de Vassile Trif, articulée remarquablement dans une forme contemporaine, actuelle. La Roumanie a une riche tradition dadaïste et surréaliste. Entre 1934 et 1939, Bucarest est considérée comme le centre du surréalisme et du dadaïsme en Europe, même en remplaçant Paris. Un groupe de poètes surréalistes avec Sacha Pan et Stefan Roll, entre autres, entretiennent des rapports très étroits avec les poètes Tristan Tzara, d'origine moldave, et André Breton à Paris. Il y a aussi une forte tradition existentialiste en Roumanie avec Lucian Blaga, qui a été mentionné, George Bakovi en Moldavie, Lucian Blaga, dont les vers qui étaient transylvains rappellent Rilke, l'allemand, et George Bakovi en Moldavie, poète de la pluie, du mauvais temps et de la poésie de la nuit quotidienne. Même pendant la période communiste, des poètes tels que Nikita Stănescu ou Ștefan Augustin Doinaș réunissent des fils existentialistes avec également une composante populaire et nationale qui répond, elle, à la disparition des élites économiques. Je vois en filigrane que ces tendances complexes informent la poésie de Vassile Trif qui propose sa propre ambiance locale et spirituelle. Sa poésie est très personnelle, mais elle renvoie également aux divers fils de la tradition roumaine. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des lointaines influences, mais nullement appropriation de style et contenu dans cette manière forte imposée par le monde postmoderne. L'influence, elle, reste une possibilité comme un parfum. Elle ne frappe pas avec vigueur comme dans l'appropriation qui est très courante dans tous les arts. L'érotisme est très présent dans la poésie de M. Trif avec une composante cosmique et biologique caractéristique des cultures paysannes. La sensualité, l'amour renvoient à l'unité de l'homme et de la nature, à l'euphorie de celui qui se perd dans la nature et plus loin dans le cosmos. La nature et la culture font unité. L'autre versant de l'érotisme est la tendresse. La poésie de Trif est également informée par son intérêt inlassable pour la géographie, la géologie, la botanique et d'autres domaines scientifiques. Les contenus scientifiques sont en fait transformés, tourmentés même, par la liberté onirique de l'expression poétique, élément d'un monde imaginaire qui existe à côté de la réalité. Il parle de banquises polaires, de divers poissons et créatures marines, d'éléphants. Il a son propre code, mais c'est à chacun de chercher sa signification dans cette polysémie. Le côté visuel de cette poésie est incontestable. La juxtaposition d'images insolites et bizarres et surréalistes, le mystère continu du discours poétique suggère Max Ernst, mais plus encore les univers séducteurs et improbables ou impossibles de René Magritte, qui évoquent des mondes parallèles et pourtant, gentiment, sans nous bousculer.
On peut écrire la poésie de Triff dans le giron du postmodernisme avec son aspect hétéroclite qui met côte à côte la forme contemporaine et le contenu qui interprète de manière très personnelle l'histoire sacrée ainsi que sa langue marquée par la religion et l'expression populaire. Mais je pense aussi à des maîtres du modernisme du XXe siècle comme Constantin Cavafy ou Ezra Pound qui ont exprimé dans une métrique moderne leur intérêt pour l'histoire, la Grèce ancienne pour Cavafy, la Chine classique pour Pound, qui forgent des créations autour de la vieille poésie chinoise. Je crois que l'on peut considérer Vassily Triff dans cette optique moderniste. Son parti pris indubitable pour l'émotion et le sentiment le range plutôt comme moderniste que comme postmoderne, et il combine bien sûr l'imaginaire orthodoxe et le langage poétique contemporain, comme je viens de le dire. Le postmoderne est plus détaché, lucide, alors que Triff combine l'émotionnel et le grotesque avec certaines discontinuités conceptuelles. Toujours un sentiment très fort imprègne son vers qui est proche du discours sacré. Maintenant, je vais parler un peu de son art visuel, de sa peinture. L'art de Vassily Triff est d'une étonnante diversité interne. Les zones d'ombre qui rejoignent l'obscurité de tous les dangers s'ouvrent finalement sur la lumière. Les couleurs intenses, briques rouges, bleu outre-mer, jaune accrocheur, sont équilibrées par des espaces blancs articulés de manière inattendue. Il y a du palimpseste dans ce travail, de l'image inscrite dans l'image. Le côté tactile, la richesse des textures est évidente. Continuité et discontinuité, le même dialogue entre la tradition et l'innovation que l'on constate dans la poésie de Vassily Triff. Interférence, c'est le titre de quelques œuvres qui connotent déjà un domaine abstrait, mais on note des formes d'oiseaux, des fragments de scènes figuratives. Tout à fait. Toutefois, nos attentes sont passablement déjouées en parcourant le déroulement de l'œuvre. Les calligraphies et les motifs décoratifs abondent. Surprise, il y a une sensualité de la couleur et une diversité des sources d'inspiration, et notamment l'icône sur verre avec son atmosphère spécifique dont Triff possède la maîtrise. Je note aussi le jeu des articulations et des limites de l'espace ouvert et l'espace cloisonné. En somme, une œuvre abstraite qui brandit souvent les dehors souriants de la figuration. L'utilisation du noir, les incisions et les taches me font penser au travail de certains artistes autochtones du Canada. En conjecturant qu'il y a une influence du folklore visuel roumain dans le travail de Triff, on constate que les folklores visuels se rejoignent par-dessus les océans. Triff a construit une œuvre complète entre la poésie, la peinture sur verre, l'estampe, à la fois contemporaine. L'œuvre est à la fois contemporaine et dans la suite d'une tradition roumaine, à la fois cultivée et folklorique. Le constant rappel du sacré caractérise aussi cette œuvre. Il puise à la fois dans le modernisme et le postmoderne. Il y intègre une sensibilité envers les sciences, assimilée et transformée à sa manière. Triff nous montre avec élégance comment le chant du sacré peut être intégré à la littérature, sans lourdeur ecclésiastique pourtant. Dans le cas de la culture du Canada et du Québec, cette œuvre constitue une fenêtre ouverte sur une culture européenne, la Roumanie. Elle est appelée à avoir un impact sur l'expression artistique et littéraire locale. Merci. On donne la parole encore à Madame Monique. Alors, je voudrais ajouter, à l'exposé d'André, mes impressions, peut-être simplement, à la lecture de son merveilleux livre « La pêche miraculeuse », qui était en parallèle finalement avec une œuvre picturale qui était exposée dans le cadre de l'exposition Exil que j'ai organisée pour entourer, pour servir de cadre, si on veut, au lancement de mon mince et modeste recueil. Mais autour de ce mince et modeste recueil, il y avait les peintures de 6 artistes sur ce thème-là de l'exil, finalement, parce que c'était tous des transnationaux, comme moi, comme le père Triff, et ça faisait un ensemble qui, tout dans sa diversité,
était quand même relié par une espèce de communauté de sensibilité et une communauté spirituelle. Alors, naturellement, le père Triff avait sa place tout à fait désignée là, mais je l'avais très peu connu avant. Je l'ai rencontré par sa poésie, un peu, et par quelques reproductions de tableaux dans un numéro de la revue Rencontre qui était publié au moment où moi-même j'avais un article dans cette revue-là. Alors le hasard a bien fait des choses, puisque c'est grâce à cette coïncidence-là que nous avons pu nous rencontrer et que j'ai pu justement l'inviter à participer à cette exposition Exil que j'étais en train d'organiser, où tous les artistes étaient venus d'ailleurs. Alors il y avait Bertrand Bracaval, breton comme moi et en France, Daniel Cadieux, une artiste québécoise mais qui avait des ancêtres dans la tribu Micmac et qui a subi le grand dérangement de l'Acadie. Georg Müller, qui est un artiste allemand, donc qui a vécu en partie à Montréal, en partie à Toronto, et naturellement en Allemagne, et aussi dans cet extrême nord de l'Écosse dont je parlais tout à l'heure. Alors, avec naturellement le père Triff, qui lui, comme vous le savez plus que moi, vient de Roumanie, etc., et avec tout un passé, toute une culture à la fois familiale et collective. Alors, en fait, j'ai senti, en regardant le peu que je connaissais de son œuvre peinte et de ses poèmes, une espèce de communauté spirituelle, d'affinité spirituelle avec sa démarche, et une communauté de thématiques avec son œuvre peintre et avec son œuvre poétique. Comme en témoigne la publication en Roumanie de La pêche miraculeuse, d'ailleurs, quelques semaines seulement avant celle de mon mince recueil Exil. Et alors, il a composé pour l'exposition. D'ailleurs, vous avez vu tout un reportage extraordinaire sur cette exposition grâce à la télévision de la communauté roumaine que nous avons pu voir tout à l'heure, n'est-ce pas? Et ça donnait un bel aperçu et de la soirée de vernissage et des œuvres qui étaient au mur. Et l'œuvre que le père avait conçue est une espèce de triptyque, c'est un triptyque que je considère un peu comme un retable, avec deux peintures verticales aux extrémités et une carrée au centre. Et naturellement, il y a ce mouvement ternaire, là aussi finalement, qui m'intéresse, de plongée. Il y a une plongée sous-marine, une plongée dans un centre de quelque chose, qui peut être le centre de la Terre, le centre du cosmos, le centre des océans. Et au milieu, naturellement, se trouve l'objet de la pêche en question, qui n'est naturellement pas un poisson, mais qui est une icône sacrée, n'est-ce pas, dont il montre la présence un peu obscure, à travers d'ailleurs des vrais fils de métal, comme un grillage qui est un filet de pêche naturellement, et ça c'est extrêmement intéressant. Et puis le troisième tableau, c'est une remontée alors avec ouverture vers le ciel, qui est naturellement aussi Fiat Lux, hein, l'arrivée de la lumière. Alors ce triptyque-là, qui était isolé un petit peu dans la galerie, était un endroit de recueillement extrêmement prenant et mystique, on peut le dire, et tout à fait intéressant, qui faisait un contraste avec d'autres œuvres, mais sans que cela gêne. Alors, ce qui m'a intéressé dans l'étude, enfin pas l'étude parce que c'est trop rapide, mais dans le parcours du recueil de Vassili Triff, ça a été une certaine communauté de thématiques avec mes poèmes. Naturellement, j'ai parlé de la mer, hein, de l'océan, et bien sûr, quand il y a pêche, il y a eau. Donc, son univers est en grande partie aquatique.
Et comme il y a pêche, il y a filet, comme je viens de le dire. Donc, quelque chose qui emprisonne, emprisonne les poissons, mais emprisonne aussi beaucoup de monde. Ça peut être un grillage, ça peut être des barrières, ça peut être des conventions, ça peut être les raids des gladiateurs du temps des Romains. Donc, il y a ce contraste entre l'eau, finalement, et le filet, qui, lui, est prison et qui est instrument de mort, en tous les cas pour le poisson. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette tendance à la contrainte et à l'obstacle, à la prison, se trouve immédiatement défoncée, si je peux dire, en tous les cas mise de côté, par les images qui viennent à l'esprit du poète quand il pense mer, la mer. Je fais allusion à ce petit poème de 5 vers qui s'intitule « La mer ». La mer fait paître ses chevaux. Leurs sabots réduisent le sable en poudre. Les vagues se bousculent, tout comme les jours. Et ça, je trouve ça absolument formidable et d'une grande parenté avec la façon dont je conçois aussi les chevaux et la mer, cette espèce de lien, de jeu entre les deux, n'est-ce pas? Alors le cheval, et lui, tout de suite, lorsqu'il pense crinière de cheval, il pense musique. Il pense au crin de l'archer et du violon. Ça, j'ai trouvé ça tout à fait original. Parce qu'en fait, pour moi, c'est crinière aussi, mais c'est à ce moment-là mouvement, vent et course libre dans la nature et cavalcade. Alors, c'est deux façons d'interpréter un petit peu la même image. Et dans ce qui me concerne, c'est plutôt dans mes poèmes un mal à l'âme, un mal de vivre, qui est assez fréquent, n'est-ce pas, chez les adolescents, parce qu'en fait, c'est un peu beaucoup des poèmes d'adolescence dans ce cas-là. Mais dans les textes de Vassili Trif, ce n'est plus un mal à l'âme, bien ils doivent exister aussi, mais c'est vraiment une blessure. C'est très net comme il y a blessure dans la chair, vraiment la chair, coupée, cisaillé par les mailles dures du filet de pêche, tordu et noué que les pêcheurs doivent démêler et où ils se brisent et se blessent les doigts. Ou bien alors c'est la blessure du bois des arbres sous la hache du forestier qui entre dans la forêt avec son instrument de torture. Et ça, j'ai été extrêmement sensible à ça aussi, à voir comme la blessure n'est pas toujours dans la chair humaine, mais dans la chair de la nature en général. Il y a sang, beaucoup de sang, caillots de sang, sève qui coule, mais la sève, c'est aussi un peu le sang des arbres, jus bleu des fruits sauvages, les mûres par exemple. Donc douleur, pleurs, une espèce de sadisme de l'humain qui s'en vient pour tout démolir la nature autour de lui. Mais aussi à côté de l'humain blessant et destructeur, il y a la compassion des bêtes, la cicatrice qu'elles apportent, la germination qui vient même dans la blessure, la greffe d'une nouvelle existence, donc une résurrection. Une résurrection dans laquelle les animaux vraiment ont un rôle à jouer. C'est très beau ça. Une autre constellation thématique relie les yeux. Les yeux sont très présents, les paupières, et naturellement la lumière, puisque c'est par les yeux qu'on voit, ceci s'opposant à l'aveuglement. L'aveuglement étant le contraste avec les yeux et les paupières. Et il y a un parallèle qui se fait entre les yeux et l'écaille du poisson, l'écaille des poissons. Je trouve ça très beau. Les écailles, en somme, leur sont tombées des yeux. On dit les écailles lui sont tombées des yeux. Pourquoi les écailles, Donc il y a cette espèce de parenté entre la forme de l'écaille de poisson et les yeux. Et naturellement, quand les écailles tombent des yeux, c'est qu'on devient lucide. Or, dans lucide, il y a luz, la lumière en espagnol. Vous voyez, donc tout se tient. Et alors, son dernier poème que j'ai beaucoup aimé, qui est plus long,
qui s'appelle Passage, me rappelle, je n'ai pas encore assez travaillé pourquoi, mais ça rappelle un peu les 3 derniers poèmes, dont un peu apocalyptiques de mon recueil, où il y a une ouverture justement sur un autre monde. Ouverture sur un autre monde, donc qui passe par une espèce d'apocalypse, parce que l'apocalypse, c'est la fin d'un monde, mais c'est le début d'un autre, n'est-ce pas? Donc on retrouve comme un paradis perdu après la chute, mais retrouvé grâce au vol des oiseaux, des insectes, et comme il le dit, entre ciel et terre. Donc merci pour cette merveilleuse poésie, très riche et très nourrissante. Bon, c'est mon tour. Qu'est-ce que je peux vous dire? En premier, je vais faire mon discours en français par la situation roumaine. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre temps quotidien, que vous l'avez transformé dans le temps sacré de la poésie. Tout le monde est occupé dans ce monde, on a beaucoup de choses à faire ce samedi, c'est beau dehors, mais vous avez décidé de transformer votre temps intérieur, très chargé, dans un temps sacré de la poésie, de la lumière. Parce que vous savez très bien, la poésie, ça vient de la langue grecque. Et c'est le mot poésis, c'est création. Fiat lux, que la lumière soit sur les sons, la parole dans la poésie, et à travers les paroles, on voit la lumière. C'est la lumière de l'autre monde, ou la lumière intérieure. Et même si parfois nous sommes dans un exil intérieur ou extérieur, chacun peut vivre son exil de sa façon, chacun a son histoire de vie, mais il y a toujours une trace de lumière. Ça, c'est très important. Et le poète français Christian Bobin disait que, à propos de l'enfance comme l'exil, disait que l'enfance, c'est une blessure inguérissable. Et c'est bien heureux qu'on ne puisse pas la fermer, parce que de là vient la lumière. Chacun a son enfance, et quand on fait un retour dans notre âge d'or, dans cette période de vie vraiment extraordinaire, on a des beaux souvenirs. On devient mélancolique, nostalgique, et là-bas se trouve la poésie, la lumière. Toujours un enfant est heureux. Et je peux vous dire que effectivement, l'enfance c'est un état de poésie, de création, de vibration intérieure. Donc je remercie ma chère collègue Monique Brunet-Weidmann pour son discours, ses démarches herméneutiques, aussi au grand essayiste et journaliste et critique d'art André Stelianu, qui a eu vraiment un très très grand apport dans la première version qu'on a faite ensemble de la traduction. Ce n'est pas toujours facile de transmettre l'essence, la vie, la vibration d'une langue dans une autre. Ce n'est pas facile. Il y a des expressions qui sont intraductibles. Mais on a essayé. Et par la suite, j'ai donné notre travail au grand poète et linguiste Jean Poncet, originaire de la France, qui a fait les dernières retouches. Mais voilà, avec un livre. Je suis fier.
Mais c'est pas une fierté, c'est un accompli. C'est une fierté comme joie. Parce que c'est un travail complexe qui a pris beaucoup de temps. La poésie est un état de grâce. Parfois tu peux l'avoir, parfois non. Parfois tu peux être infertile au niveau de la poésie ou peut être très prodige. C'est un livre qui est accompagné par mes œuvres. À un moment donné, ça fait 2 ans, j'ai rencontré un grand artiste, René Derouin, qui accompagnait avec ses 15 œuvres l'anthologie de la poésie québécoise, les plus 100 beaux poèmes québécois. Et il m'a dit une chose: Basile, écoute, l'image, une œuvre, c'est pas pour illustrer les mots. L'image accompagne les mots. Et j'ai beaucoup réfléchi à cet aspect. Et c'est vrai, parce que le mot, la poésie, c'est un univers. L'image, comme vous pouvez voir, M. Lavric a mis quelques œuvres sur la télé là-bas. L'image, les œuvres, c'est un univers en soi. Donc, vous pouvez voir, quand vous allez lire les poèmes, qu'il y a des correspondances, qui parfois les images sont comme des trampolines ou des fenêtres ou effectivement des portes qui peuvent ouvrir une autre perception du mot. Donc j'essaie de mettre ensemble le mot, la parole et l'image qui se parlent entre eux. En plus, le troisième élément, c'est vous les lecteurs. C'est comme dans la Trinité, c'est l'amour qui communique, qui passe d'une personne à l'autre. Donc vous êtes une personne importante, un lecteur. Sans vous, l'image, les mots sont rien. Mais avec vous, le livre est complet. Vous avez vu ici quelques démarches herméneutiques sur mon univers. Je vais vous donner une petite clé. Parfois, les poètes ou les écrivains sont très discrets. Ils laissent le lecteur à eux-mêmes ce défi. Et parfois, c'est un grand défi parce que parfois la poésie est très hermétique, très comment dit-on, inaccessible. Le titre s'appelle, de mon volume, La pêche miraculeuse. Tout le monde, chacun est dans une quête dans ce monde. Et nous jetons notre filet de la connaissance dans l'habit de l'univers. Et l'être humain, c'est un être béni. Et un filet magique. Et ce filet magique, jeté dans l'habit de l'univers, dans l'abîme, dans la profondeur de l'univers, il va attraper un chérubin. Vous savez, le chérubin, c'est un ange qui a des milliards de yeux. Et les yeux sont le symbole de la connaissance. Ils sont très proches de la connaissance divine. Donc vous voyez, l'homme a cette capacité de s'approcher de la connaissance divine et de prendre dans son filet la beauté, le sens, le miracle. Et il est en tension entre
ce démarche de l'humain, de l'être humain, de la connaissance. C'est comme la bataille, la lutte de l'ange avec Jacob. Mais finalement, l'être humain, il va réussir à avoir son résultat. Ça s'appelle la pêche miraculeuse parce que dans cette lutte, le maillot du filet, vous savez, le maillot il a la forme d'un œil. Le maillot de filet se greffe dans l'œil de chérubin et à partir de cette greffe, la manière de voir, la capacité de l'homme de voir est changée. C'est une transformation, une transfiguration intérieure parce que cet ange qui est un être invisible, il se laisse. C'est un jeu. C'est pas seulement une lutte. C'est un jeu qui est sacré, qui est mystique. Donc je vais vous lire les poèmes en français. Mais avant de vous lire le poème en français, je vais adresser quelques paroles aussi en roumain à mes amis, à vous, en fait. Mă bucur foarte mult că sunteți aici alături de mine în acest moment atât de frumos. Lansarea unei cărți, lansarea unui un univers care intră în corespondență cu dumneavoastră și dumneavoastră sunteți cei care dați sensul și frumusețea, pentru că există o îngemănare între cuvântul poeziei și lucrările mele care sunt în interior și care împreună cu dumneavoastră formează această trinitate frumoasă. Cartea este completă doar dacă are un cititor deschis, într-o stare de deschidere interioară, spirituală și culturală. Și acest volum al meu este acompaniat de câteva lucrări ale mele, care sunt niște piste de lansare, niște portali, niște trambuline, niște ferestre, prin care dumneavoastră puteți să vedeți dincolo de cuvânt. Pot să aibă corespondență cu cuvântul sau pot să ducă mai departe această capacitate extraordinară a imaginației pe care o avem fiecare dintre noi. De aceea veți vedea elemente grafice de semicercuri sau anumite lucruri grafice în alb și negru care, cum spunea domnul Seleanu, ne pot trimite la viziunea unei arte autohtone sau pot să ne ducă la altceva. Fiecare are alegerea. Este o carte de care spuneam, sunt foarte bucuros că am reușit să o definitivez, pentru că am lucrat mult la traducere împreună cu domnul Seleanu la prima traducere și au fost multe lucrurile trebuie gândite bine. Inspirația este, dar trebuie și munca pe urmă. Și am reușit împreună cu domnul Seleanu și cu domnul Jean Ponce să ajungem la această carte obiect. Se numește și în termeni artistici carte obiect, pentru că este ca o mini-operă de artă, în sensul că sunt puse îngemănate cuvântul și imaginea. Am avut de asemenea bucuria de a colabora cu domnul Horea Bădescu, un mare poet, eseist, diplomat român, prieten de familie, cu domnul Horea, cu domnul Vasile George Dâncu de la editura Școala Ardeleană, cu doamna redactor Alina Hucai și cu tehnoredactorul copertei Susan Valerian, cu care am și copilărit. A fost o mare bucurie să ne reîntâlnim după câțiva zeci de ani, efectiv, prin intermediul acestei cărți. A fost tehnoredactorul meu și a fost atât de deschis încât am reușit să
avem o carte de calitate, spun eu, și la nivelul conținutului, cât și la nivelul grafic și la nivelul său de prezentare. O carte este un demers inițiatic spre tine însuți, spre ceilalți, spre Dumnezeu și nu poți să-l realizezi dacă nu ai alături de tine o soție bună sau un copil bun. Așa că îi mulțumesc soției mele, Simina. Și fiului meu, Teodor George, pentru susținerea acordată, pentru că nu e ușor în ziua de astăzi să fii scriitor sau să fii poet sau un artist. Nu. Trebuie să ai o susținere, chiar dacă susținerea este morală. E o susținere morală puternică și ești convins că ești pe un drum corect, bun, cultural, spiritual. Așa, nu poți să faci nimic de unul singur. Nu spunea Hristos, fără mine nu puteți face nimic. Așa și în familie, de unul singur nu poți să faci nimic dacă nu ai pe celălalt care să-ți dea o mână de ajutor și un cuvânt de încurajare. Așa că îi mulțumesc foarte mult. Je disais tantôt que dans ce démarche initiatique, c'est un livre, une démarche vers toi-même, vers les autres, vers les dieux. C'est important d'avoir le soutien de la famille. Donc, je remercie à mon épouse Simina et à mon fils Théodore pour leur soutien, pour leur patience. C'est très important, la patience dans une famille. Et je les remercie. Vous êtes dans mon cœur. Et dans mes livres, ici, dans les premières pages. Et une autre chose à ajouter avant de lire le poème en français et en roumain. J'ai beaucoup réfléchi concernant la place de mon lancement du livre. Parce que j'avais beaucoup d'opportunités de le faire à Montréal, dans plusieurs galeries. Non, minimum 2 galeries, à Bois ou à Moël. Mais finalement, j'ai choisi la place de la parole, du logos, du verbe par l'excellence, qui est l'Église. Parce que ici, le mot, le verbe, la parole a une force extraordinaire et, comme je disais, la poésie signifie la création. Et c'est le verbe qui se manifeste dans la création, c'est le verbe, la parole qui effectivement donne l'existence et met le sens dans la vie et dans toute la création, dans l'univers. Donc, mais voilà, le voilà parce que c'est un livre. En roumain, c'est cartea. Mais c'est important, vous savez, parce que en roumain, c'est cartea, du genre féminin, et en français, c'est le livre du genre masculin. Et selon la théologie, dans la divinité, les 2 principes contraires coexistent. Donc, c'est très important d'avoir un regard fin, comme un être féminin, en même temps un regard fort, parce que le sens est fort ici dans le livre, comme une personne de genre masculin. Et maintenant, je vais vous lire 3 poèmes. Par la suite, on va faire la session de dédicace, moi et Madame Monique Brunet. On a préparé ici les tables pour vous. Si vous voulez acheter les livres sont là-bas. Et par la suite, on vous invite à prendre un verre de vin et à jaser un petit peu, à être dans la joie. OK? Bon, je vais vous lire quelques poèmes. Je vais commencer avec le poème La pêche miraculeuse. C'est ce poème qui donne
les titres de mon volume de poésie. La pêche miraculeuse. Chaque écaille de poisson était un œil ouvert, affamé. Les pêcheurs s'efforçaient de démêler les filets pleins de nœuds qui leur entaillent la cornée dans une danse de mort. Et plus le poisson se débattait, plus la maille du filet s'enfonçait dans l'œil du chérubin. Il perdit la vue, et ces hommes, aux mains rêches, crevassés par le sel et le vent, osèrent pourtant caresser ses paupières ardentes et son corps. Une créature étrange respirait abandonnée sur le pont du navire, pont entre deux mondes. Au but d'un certain temps, elle a plongé vers l'abîme comme un oiseau de proie, cognant ses orbites desséchées sur les ténèbres comme sur un silex. 6 jours de suite, ils entendirent battre les ténèbres. 6 jours de suite, ils ont senti la danse des bourgeons. Au creux des cavités, eux, simples pêcheurs, seulement habitués aux mailles du filet déchiré. Pescuirea minunată. Fiecare solț al peștelui era un ochi închis, înfometat. Se căzneau pescarii să desfacă plasa plină de noduri, ce le cresta corneia. Se zbătea a moarte și cu cât se zbătea, ochiul năvodului intra tot mai adânc în cel al heruvimului. Ajunse orb de câțiva ochi și acei oameni cu mâinile lor aspre, crăpate de sare și vânt, îndrăzniră totuși să-i mânghie ploapele fierbinți și trupul. Vietate ciudată, lăsată să respire pe puntea dintre două lumi. După un timp, a țâșnit în abis, asemeni unei păsări de pradă, frecându-și de întuneric orbitele uscate ca de o piatră de cremene. 6 zile la rând au auzit-o cum rănește întunericul. 6 zile la rând au simțit dansul mugurilor în cavitățile ei goale. Ei niște simpli pescari, obișnuiți doar cu ochiurile năvodului rupt. Prima poezie. La deuxième poésie s'appelle La Gondola. Quand j'étais enfant, j'habitais à la campagne et à côté de notre maison, il y avait une vieille maison faite en bois et en argile bleue. C'est un bleu vraiment très très fort qui est effectivement resté ancré dans mon intériorité. Et sur cette maison, sur les fumées, il y avait un nid de cigognes. Et c'était vraiment un spectacle de voir comment ils arrivent, comment ils vont avoir les petits poussins. Oui. Donc c'était vraiment un spectacle et ça restait vraiment ancré. Et je voyais ce nid comme une gondole, c'est comme un navire, comme une barque sur le ciel bleu. À cause de ça, j'ai mis le titre de ce poème, La Gondole, et vous allez voir l'atmosphère, parce que c'est une atmosphère vraiment intéressante.
La gondole. Le nid des cigognes, gondole parmi des centaines d'autres dans les eaux du ciel, mêlées aux eaux d'argile bleue, de la maison au toit de roseaux. Les jeunes voulaient la démolir. Elle est vieille et plus personne n'y habite. La cour est étroite, elle est devenue trop petite, elle qui a traversé le déluge. Mais les anciens ont tenu conseil. C'est la seule maison du village qui a des cigognes, et dans ce nid se ressemblent toutes les pensées secrètes venues d'ici et d'ailleurs. Les oiseaux en prennent soin comme leurs propres œufs. C'est le seul lieu où ceux qui nous ont quittés peuvent revenir pour humer le parfum de bois et de la glaise, le seul lieu d'où par les nuits de pleine lune, ils peuvent encore expédier des lettres en provenance de l'autre monde. Les enfants attendaient toujours avec impatience le retour des oiseaux, les profondes lignes qu'ils traçaient sur la carte de verre chaud. Et le matin, lorsqu'ils nourrissaient leurs petits sortis de l'œuf, qui claquaient du bec, et aussi les mots à peine éclos, qui accueillaient les significations du monde. Cela fait si longtemps, nous savons maintenant qu'on grimpait dans les clochers de l'église pour guetter serrés l'un contre l'autre, en silence, les moments où ils déploient leurs ailes et prennent leur envol. Gondola. Cuibul cu berze. Cuibul cu berze, o gondolă, între alte sute pe apele cerului, amestecate cu apele de lut albastru, ale case acoperite cu trestie. Cei tineri doreau să o demoleze, e veche și nu mai stă nimeni în ea. Curtea e strâmtă, nu-și mai are locul ea care a trecut potopul. Cei bătrâni însă au ținut sfat. E singura casă cu berze în sat și în acel cuib se adună toate gândurile noastre, nerostite de aici și de dincolo, de care păsările au grijă ca de propriile lor ouă. E singurul loc în care cei plecați dintre noi se mai pot întoarce acasă, să mai miroasă lemnul și lutul. Singurul loc în care nopțile cu lună plină mai pot trimite epistole din cealaltă lume. Copiii așteptau nerăbdători întotdeauna acel timp al întoarcerii păsărilor. Traseelor adânci pe harta de sticlă caldă și diminețile, când își hrăneau pui ieșiți din ou ce băteau din plisc și cuvintele abia născute ce primeau în rost înțelesurile lumii. De atâta vreme, acum știm când să urcăm în turnul bisericii și să pândim înghesuiți unii lângă alții în tăcere, momentul când își desfac aripile și zboară toate împreună. Mulțumesc! Donc, inattendu. Quand Dieu te surprend, tu sens fleurir les cerisiers. Tu sens ton âme mûrir par la blessure de ta hanche rouge, incandescent, comme celle de Jacob luttant avec l'ange de Gauguin. Quand Dieu te surprend, comme un enfant, tu vides tes poches de toute honte, tous les écus de leur trop de monde, tu les retournes en tous sens, et il en tombe des miettes. Arrive alors d'énormes oiseaux,
pour picoter le reste. Les grains sèches échappent à leur folle convoitise, se blottissent l'un contre l'autre dans l'attente de l'autre monde. Neașteptat. Când te surprinde Dumnezeu, simți cum dau cireșii în floare, cum coapsa ta rănită, precum a lui Iacov, de un roșu incandescent, în luptă cu îngerul lui Gauguin, de sufletul în pârgă. Când te surprinde Dumnezeu asemeni unui copil de rușine, îți golești toate buzunarele, le scuturi cu sați de lume, le întorci pe față, pe dos și tot mai cad firimituri și atunci vin păsări uriașe și ciugulesc resturi de jos, semințele uscate, scăpând de pofta lor nebună, se cuibăresc una în alta pentru cealaltă lume. Mulțumesc! Je vous remercie encore une fois pour le temps, votre temps de grâce accordé à la poésie, à la beauté. Et je vous invite maintenant à la session de dédicace, ici à gauche et à droite. Et bien sûr aussi pour prendre un verre de vin et pour manger quelque chose. Bon, je vous souhaite un bon samedi et à la prochaine. Un grand merci au professeur émérite Vania Tudore qui malheureusement est parti parce qu'il avait quelque chose programmé. Je lui remercie pour ses paroles. Aussi monsieur Lucian Puric de la télévision Cinematic Pat. Aussi monsieur Lavric. Aussi à vous, à tout le monde. Donc merci beaucoup. À tout le monde qui a préparé toutes les choses de bonne qualité. Merci beaucoup. Merci à M. André Selanu et à Mme Monique aussi.